Hi Mark, I'm Matthias and I want to introduce you my conference. I'm member of a cyclosport group that trains every Tuesdays, so our name is Les Mardistes. We are about 20 to 30 cyclists who are between 20 and 60 years old. The level is quite good. Our leader Bastien is an ex-professional. Recently, many riders bought a power meter and some others wanted to buy one. So, with my experience, I thought it could be useful to talk to them how to use it and introduce them to how they can analyze some data. 30 minutes I couldn't give them many tools, but I did a short introducing of the history of SRM and then I presented the softwares that could show the data. After that I spoke about the basis of the analysis with terms as CP, NP, CTL, ATL and so on. I had the chance to do the conference with my friend Duncan Alexander that uses power meters for more than 6 years. He talked about his own experience in the second part of the presentation. He's a quite good cyclosportive that won few races and finished in the 30s in L'Étape du Tour, for example. So his way to train with power meters is very interesting. I thank you very much that I could speak in French during my conference. I'm quite not at ease in English and many of my friends don't understand English. I hope you will understand everything and I apologize for the bad quality of the image that is caused of the low light. But the sound is okay. I'm still available to answer your questions. I send you my greetings from Switzerland. Goodbye. Thank you. Alors, merci d'être venus si nombreux, c'est vraiment sympa d'avoir répondu à notre appel. On se réjouit de pouvoir partager notre expérience avec tous ces cyclosportifs. Je vais commencer par une petite question, un petit sondage. Qui parmi vous a un capteur puissance sur son vélo? Une bonne moitié de la salle. Et puis qui pense peut-être s'en procurer un prochainement? D'accord. Parfait. Parmi ceux qui aimeraient en avoir un, qu'est-ce que vous attendez d'un capteur? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter dans vos entraînements ou dans vos performances? Une meilleure planification de l'entraînement. D'accord, ouais. Un entraînement plus précis, il faut être plus performant en effort, en légèreté aussi. Ok. Mesurer son évolution. Oui. Gestion de l'effort. Une meilleure gestion, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Donc le thème de mon exposé aujourd'hui, c'est l'entraînement avec les watts. Et puis la problématique, c'est les capteurs puissance et leurs outils d'analyse. Qu'est-ce que ça peut amener à nous, les cyclosportifs? Parce qu'au début, les capteurs puissance, ils étaient plutôt réservés à l'élite, aux professionnels, vu le prix, hein, pas n'importe qui pouvait s'en procurer. Puis maintenant, depuis quelques années, ben, les prix ont chuté. Il y a plusieurs marques qui se sont mis à produire ces capteurs puissance. Et puis, ben, tout un chacun peut maintenant gentiment s'en procurer un. Alors, effectivement, est-ce que ça vaut la peine pour les amateurs que nous sommes d'investir dans cet outil? Je vais essayer de répondre un peu à ce thème-là. Alors, à une certaine époque, ben, on se posait beaucoup moins de questions. On faisait un peu comme ça venait. Hein, l'entraînement, on faisait avec les moyens du bord. Chacun avait ses recettes, ces petits trucs qui permettaient de gagner quelques heures par rapport aux autres, hein, parce qu'à l'époque, on était moins groupés en peloton. Et puis, le matériel, bah, il a aussi énormément évolué. Puis souvent, bah, on finissait les courses comme on pouvait.
peu à peu, avec la, peu à peu, avec la professionnalisation du sport, ben, des personnes ont commencé à réfléchir à améliorer les techniques d'entraînement. Je dirais qu'une des grosses évolutions qui n'est pas si ancienne que ça, en fait, c'était les capteurs de pulsation, les cardiofréquencemètres, et qui ont permis déjà de s'entraîner de manière beaucoup plus efficace, de mieux gérer son effort. Alors ça a été inventé en 1976 par un Finlandais et commercialisé dès 1979 par l'entreprise Polar. C'est parti. Donc dès 1984, on avait recours à des tests en labo avec des vélos déjà équipés de capteurs de puissance qui permettaient de définir les zones d'entraînement. Mais c'était très compliqué de pouvoir accéder à ça, c'était cher aussi, puis surtout on ne pouvait pas le prendre avec soi sur le vélo, donc c'était un petit peu embêtant. Un des premiers à développer les techniques d'entraînement modernes, c'est notre compatriote Paul Koechli. Voilà. Donc à un moment donné aussi, ces chercheurs, enfin ces entraîneurs se sont rendus compte que les cardiofréquencemètres, ça variait beaucoup. Il y avait des facteurs comme la fatigue, la température extérieure. Vous avez certainement déjà remarqué que quand il faisait très chaud, vos pulses, elles ont tendance un peu à s'envoler. Quand on roule plusieurs jours de suite, les pulses, elles ont tendance à baisser. Mais voilà, les watts, eux, ils ne bougent pas. Et c'était important, enfin, c'était intéressant de pouvoir développer ce produit-là et de pouvoir l'utiliser à l'extérieur sur son vélo, comme on embarque son cardiofréquencemètre. Alors à ce moment-là, un personnage a inventé un capteur de puissance qui pouvait aller à l'extérieur. Voilà un des premiers prototypes de SRM. C'est un monsieur allemand qui s'appelle Schoberer, Ulrich Schoberer, qui a développé ce premier SRM. Et SRM, ça veut dire justement Schoberer Rad Messtechnik. Comme je disais avant, c'était réservé au tout début à une élite, c'était extrêmement cher. Et un des premiers professionnels à l'utiliser, ce fut Greg LeMond. Malheureusement pour lui, c'est tombé un peu à la fin de sa carrière, dès 1992. Et d'ailleurs, il a dit à la fin de sa carrière que s'il avait pu s'entraîner toute sa carrière avec ça, il aurait certainement encore gagné d'autres courses. Alors comment ça fonctionne? À quoi servent les mesures? Donc, pour obtenir la puissance, il faut mettre de la force et il faut tourner les jambes le plus vite possible. Ces deux facteurs ensemble, ça fait des watts. Et les watts, c'est donc l'unité de mesure. On calcule ça en multipliant le couple qui se mesure en newton-mètre avec la vitesse angulaire. Donc le couple, c'est la force fois la longueur des manivelles. Alors, une fois que ces valeurs sont mesurées, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Je peux aller vers les copains, leur dire « Ouais, aujourd'hui j'ai fait un sprint, je suis monté à 1200 watts, je suis monté le galibier à 300 watts, et puis après, qu'est-ce que ça va nous amener? Pas grand-chose. » Donc ce qu'il faut après, c'est analyser, on va rouler pendant quelques temps, accumuler des datas qu'on va pouvoir analyser. Alors cette analyse, on peut la faire grâce à plusieurs personnes, mais surtout, je dirais, deux principales. C'est Andy Coggan du côté américain, qui depuis pas mal d'années développe des programmes, des applications, des méthodes d'entraînement qui sont liées justement au capteur de puissance. Les Américains, Andy Coggan, ils se basent sur le seuil, la FTP.
pour calculer les différentes zones d'entraînement. Excuse-moi, c'est quoi que tu appelles le seuil? Alors le seuil, j'y reviens après. Je l'expliquerai un peu plus précisément après. Ici, on a le livre qui a été écrit par Andy Coggan. Malheureusement, il n'a pas encore été traduit. Alors, ceux qui parlent l'anglais, je vous invite à en prendre connaissance parce que vraiment, c'est une mine d'informations. Il y a vraiment des entraînements qu'on peut faire. Il y a tous les termes que je vais vous expliquer après, je les ai trouvés dans ce livre-là. Voilà, c'est très complet. Avec ça, on peut déjà démarrer avec un capteur puissant sans trop de problème, si on est autodidacte et puis qu'on a envie d'apprendre. Et puis, du côté européen, il y a aussi quand même des gens qui se penchent sur la question. En particulier, je citerai Fred Grapp, un Français. Fred Grapp, il est directeur de la performance à la FDJ actuellement. Il travaille beaucoup avec Julien Pinault, qui est le frère de Thibaut Pinault. Les deux, ils développent beaucoup de choses par rapport au capteur puissance. Les Français se basent plutôt sur la PMA, la VO2 max, j'y reviendrai aussi après, pour calculer les différents seuils. Et pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, il y a ce livre aussi de Fred Grapp, Puissance et performance en cyclisme, qui est intéressant aussi. Je dirais un petit peu moins complet que celui de Coggan, mais on peut déjà apprendre pas mal de choses là-dedans. C'est assez compliqué. Ouais. On peut maîtriser un peu les termes. Voilà, il y a une partie à la fin où il y a plein de questions et des réponses assez claires, mais c'est vrai que tout le début, c'est assez fastidieux à lire. Si tu débarques dans le milieu, Tu l'ouvres et puis tu le refermes et tu le poses. Mais voilà, une fois que tu connais un peu, c'est bien. Alors pour ceux qui parlent l'anglais, celui de Coggan est quand même bien plus accessible et plus facile à comprendre. Voilà, donc ça c'est les personnes qui ont développé des logiciels d'analyse. Une fois qu'on a, je disais avant, une fois qu'on a rentré ces watts dans ces logiciels, c'est après coup qu'on peut commencer à analyser, voir ce qu'on peut en faire. Donc un des programmes qui est plutôt destiné aux coachs, c'est le WKO 4, développé par Coggan et son équipe. Il y a une personne qui travaillait d'abord avec Coggan et qui ensuite s'est mis à son compte, qui a développé un programme gratuit. WKO, il coûte, je crois, $180. C'est un logiciel, après on n'a pas besoin de payer une licence chaque année. Et le Golden Cheetah, lui, il est gratuit. Donc on peut le trouver sur le net et puis qui permet aussi déjà de faire des bonnes analyses. Après, bien sûr, il y a Strava que tout le monde connaît. Sur Strava, il y a beaucoup de données qu'on peut aussi aller analyser. Et puis, en amont de ça, il y a deux programmes. C'est TrainingPeaks, qui est en lien avec WKO. C'est aussi les Américains qui développent ça. Je le trouve vraiment bien. Bon, il coûte $120 par année, je crois. Mais il y a une application sur le mobile. Il y a sur l'ordinateur, il y a déjà énormément de choses qu'on peut analyser sur ce programme-là. Les Français, eux, ils sont en train de développer un programme qui s'appelle VeloBook. Ils s'inspirent beaucoup aussi de ce qui est fait outre-Atlantique, mais ils développent aussi des choses propres à l'Europe. Ce programme a comme avantage d'être moins onéreux, il coûte une trentaine d'euros par année. Plusieurs équipes professionnelles l'utilisent aussi, entre autres AG2R, Cofidis. Et pour l'avoir utilisé un petit peu, découvert lors de ma formation à Chambéry, je trouve qu'il y a pas mal de choses qu'on peut voir là-dessus. C'est intéressant. Alors, une fois qu'on accède à ces programmes, il y a plein de chiffres qui apparaissent. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas trop bien, ça paraît assez compliqué. Puis on se dit, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Alors, je vais essayer de survoler un petit peu les principaux termes qu'on peut analyser.
qu'on peut découvrir sur ces programmes pour que si quelqu'un veut débuter avec des capteurs puissance, ben, il ait déjà une petite connaissance et puis qu'il sache où aller regarder en premier. Alors, le premier, c'est le critical power. Alors, en théorie, c'est la puissance qu'on peut maintenir indéfiniment. Bien sûr, dans la pratique, c'est pas possible parce qu'au bout d'un moment, un jour, on tombe du vélo. Hein. Après quelques heures, on s'endort et puis on n'a plus d'énergie. Et Joe Friel, qui travaille beaucoup en collaboration avec Kogan, l'a défini comme la meilleure moyenne de puissance que l'on tient sur un laps de temps donné. Alors au début, quand on a un capteur de puissance, il y a deux mesures importantes à faire. C'est le CP5, donc Critical Power 5 minutes. C'est un test qui permet justement de déterminer la PMA, puissance maximale aérobie. Donc ça réfère à la VO2 max, donc l'utilisation maximale de la consommation d'oxygène. C'est un effort court. Si vous faites une fois un CP 5 minutes, c'est vraiment, on va chercher, gratter le maximum de watts qu'on peut sur 5 minutes, et puis après les batteries sont vides. Hein, Et puis le deuxième test, c'est le CP 20 minutes qui permet de définir le Functional Threshold Power, c'est le seuil dont je parlais avant. Donc c'est une puissance théorique qu'on peut tenir sur 1 heure. Alors le test il se fait sur 20 minutes pour des raisons, je dirais, pratiques. Et puis ensuite par un calcul, on fait fois 0,95 et on a notre seuil approximatif. Je dis approximatif parce que ça varie facilement de 10 à 20 watts par rapport à la réalité. J'ai lu sur Training Peaks, il y a un forum, que maintenant ils ont déjà développé d'autres techniques pour faire ces tests. Mais je dirais que le test 20 minutes reste le plus simple à faire pour définir nos zones de travail avec les watts. Donc le seuil, c'est le moment, c'est l'équilibre entre la production de lactate et l'élimination du lactate. Le lactate, c'est je ne sais pas comment on peut appeler ça, un produit, enfin une substance que notre corps crée. Et si on accumule trop de lactate, ben les gens elles tétanisent et puis au bout d'un moment, on n'est plus capable de fournir un effort. Donc le seuil, c'est vraiment, on l'expérimente souvent dans les montées de col, lorsqu'on a une vitesse assez élevée, mais qu'on peut tenir sans être, comme on dit, dans le rouge. Dès qu'on verse de l'autre côté, on va créer trop de lactate et puis au bout d'un moment, notre effort il va plus être possible à ce niveau-là. Ça joue pour le moment? Ok. Donc ces CP ils vont nous permettre de créer la courbe de puissance. Sur Strava, on la trouve dans l'onglet en haut à gauche, pour ceux qui ont le Strava payant. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut afficher des courbes qui sont, par exemple là, il y a 2016 et puis 2017, et puis on peut comparer nos meilleures performances d'une année à l'autre, ou d'un mois à l'autre, ou d'une période à l'autre, comme on a envie. Donc, les chiffres les plus importants, je dirais que c'est la puissance maximum qu'on peut donner, c'est calculé sur 1 seconde. Après, sur 5 secondes, c'est souvent aussi intéressant pour savoir si on a des capacités en sprint. Après, il y a ce que je disais avant, le CP 5 minutes, et puis 20 minutes, et puis après aussi, à force de réaliser
des montées de col qui durent 45 minutes, 1 heure, ben, on a aussi une bonne idée de notre capacité vraiment sur 1 heure sans faire le test de 20 minutes. On n'est pas obligé forcément toujours de faire des tests, hein. On peut très bien, lors d'une sortie des mardistes, on dit qu'on monte le marché rue, puis on se donne à fond, puis on aura une approximation de notre seuil qu'on peut tenir sur 45 minutes. Voilà, donc ça c'est la courbe de puissance qui vous permet justement d'avoir un regard assez rapide sur votre évolution, votre performance. Ensuite, ça permet justement de créer vos zones de puissance. Donc on a les différentes valeurs ici, enfin les différentes zones dans lesquelles on va travailler, on va faire son entraînement. Les zones importantes, c'est peut-être l'endurance, c'est justement la FTP, et puis après voir qu'est-ce qu'on peut donner au maximum sur certains sprints. Tous ces chiffres-là, c'est tous les tiens, ou là c'est des exemples? Ouais, ça c'est les miens, parce que voilà, c'est plus facile de les prendre. Pour avoir travaillé avec l'équipe Espoir d'AG2R, j'ai fait deux jours de formation avec eux, et bien on a pu analyser leurs données. Je me disais que mes valeurs étaient bien basses, hein, parce que les élites, les pros, ils sont facilement en zone d'endurance à peu près à 300, 280, 300 watts. Donc vous voyez comme ils peuvent avancer sans sans trop se fatiguer. C'est un autre monde. Hein. Voilà un autre exemple de tableau pour les zones. Celui-là, il est calculé par rapport à la PMA. Donc ça, c'est un tableau français. Puis l'autre que je vous ai montré avant, il est tiré de WKO, c'est la méthode française. Donc après, américaine. Donc après, c'est bien de comparer un peu les deux, puis de vérifier par rapport à son propre ressenti aussi. Parce que ça, c'est des chiffres, c'est joli, c'est la théorie, mais des fois, dans la pratique, c'est pas toujours tout à fait aussi précis que ça. Voilà, donc quand vous ouvrez TrainingPeaks, pour ceux qui veulent utiliser ce programme, ben, vous avez des graphiques qui s'affichent, et puis vous avez ici tout un tas de données qui viennent. Alors par exemple ici on a le NP, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Normalized power. Exactement. Et je vais essayer de vous expliquer à quoi ça sert. Par exemple en course à pied, on a un effort qui est beaucoup plus régulier, beaucoup plus, comment dire ça, intense. Il n'y a pas vraiment de moment de récupération, à part dans une descente, on peut laisser aller. Mais notre cœur, il reste plus régulièrement haut. L'effort est plus lissé. À vélo, la difficulté, c'est que par moment, il y a des descentes, par moment, il y a du vent contraire, par moment, il y a d'autres choses qui interviennent, soit où on récupère, soit où l'effort est beaucoup plus violent. Et Andy Coggan a inventé cette mesure pour justement permettre d'avoir une notion plus précise de l'effort métabolique qu'on va réaliser sur une sortie. Donc c'est une estimation de la puissance que tu aurais dû maintenir pour le même coût physiologique si ta puissance avait pu être plus linéaire. Je prends un exemple, si tu montes un col à 240 watts, tu auras une puissance moyenne de 240 watts et une puissance normalisée de 240 watts, ou très proche. Hein, parce que ton effort, il est linéaire. Il n'y a pas eu de moment de descente, de moment où tu t'es arrêté, de moment... voilà. Tandis que si tu fais toute une journée des montées de col, des descentes, ou bien je prends l'exemple d'un critérium, où c'est des moments super intenses, il y a des relances, il y a des sprints, voilà, c'est très varié.
Donc la puissance normalisée sera plus haute que ta puissance moyenne. Et c'est cette puissance normalisée qui sera importante à analyser, à regarder à la fin de la sortie pour savoir quelle est vraiment la valeur de l'effort que tu as fourni. J'ai été assez clair. Bien. Est-ce qu'elle dépend de la durée de l'effort? Non. D'accord. Je crois que non. Je vérifierai après, mais je pense que non. Donc elle est plus représentative de la puissance moyenne. Tout à fait. Là, sur une sortie, c'est un bon exemple. Ouais. Là, c'est une sortie endurance de 6 heures. La puissance normalisée est de 218 et la puissance moyenne 209. Donc là, c'est assez linéaire. Il y a, voilà. Je peux trouver d'autres exemples où c'est très différent. Ici, on a le IF. Ça veut dire? Oui, facteur d'intensité. Là, c'est simple, c'est le rapport entre la... J'ai un peu de retard avec mon slide. Voilà. C'est le rapport entre la puissance normalisée et la FTP. Donc c'est hyper important quand vous utilisez un programme comme Training Peaks de régulièrement rentrer vos chiffres qui sont justes, hein, parce que ta FTP elle va varier en début de saison, elle ne sera pas la même qu'en milieu ou en fin de saison. C'est des valeurs qui fluctuent, donc il faut essayer d'être assez précis et puis de les rentrer régulièrement, ainsi que ton poids aussi qui influence toutes ces données. C'est hyper important de régulièrement les mettre à jour, parce que sinon vos calculs ils vont être biaisés et puis votre courbe elle risque de ne plus refléter vraiment la réalité. Donc le facteur d'intensité qui s'affiche, il va vous donner la couleur de votre sortie. Est-ce que vous avez fait une sortie à haute intensité? Auquel cas les chiffres ils seront autour de 0,95 et des fois plus que 1. C'est assez rare des sorties où c'est plus que 1. Et puis si ton coach te dit de faire une sortie d'endurance, si tout à coup tu es dans ces valeurs-là, il va te dire là tu n'as pas fait d'endurance mon gars. Il va falloir calmer la prochaine sortie. Hein. Donc une sortie d'endurance, le facteur d'intensité il s'affichera entre 0,75 et 0,85. Puis si un jour on vous dit de faire une sortie de récup, ben là il faut être en dessous de 0,75 si possible. Donc vraiment, allez, tranquille. Voilà, donc ça c'est tout des valeurs qu'un coach, si vous êtes suivi par un coach, il va regarder pour mieux cibler, calibrer son entraînement. Ça veut dire que cet indice, tu peux l'avoir en fin de sortie? Ouais. En courte sortie, si tu veux corriger justement parce que tu vas ou trop vite ou pas assez, parce qu'on t'a fixé comme but, tu ne peux pas te baser là-dessus. Non. Non. Mais après, avec l'expérience, tu sais que si tout à coup tu t'enflammes un mardi soir et puis que tu étais censé, voilà, tu vas éviter de faire une sortie d'endurance le mardi soir parce que tu sais pertinemment que à un moment donné, tu vas te tirer la bourre avec les copains. Ok, je continue. On en arrive à une valeur. Trop vite. On atteint enfin donc la notion, la mesure, qui est, je dirais, une des plus importantes qui nous est donnée par ces capteurs de puissance. C'est le TSS. Ça veut dire Training Stress Score. Il se calcule, donc ça c'est une valeur qui va vous donner, c'est une autre valeur qui va affiner aussi l'intensité de votre sortie. Donc c'est un calcul qui se fait, voilà, c'est la charge de la sortie, c'est un calcul qui se fait avec la durée de la sortie,
C'est pour ça qu'avant je disais le Normalist Power, la durée n'est pas intégrée là-dedans. Fois la puissance normalisée, fois le facteur d'intensité. Et on divise tout ça par la FTP multiplié par 3600 et on remultiplie tout ça par 100. 100, à la limite on s'en fiche parce que l'ordinateur le fait à notre place. C'est juste pour avoir une petite idée de quelles sont les valeurs qui sont utilisées pour calculer ce nombre. Voilà, par exemple, si votre Garmin vous affiche à la fin un TSS de moins de 150, ça vous donne aussi l'idée de combien de temps il va vous falloir pour récupérer après votre sortie. Ça c'est intéressant pour ceux qui alignent les sorties, c'est de savoir, ouais, ben, aujourd'hui j'ai ressenti encore de la fatigue parce que dimanche là j'ai fait la grosse sortie, donc c'est normal parce que il faut plusieurs jours pour récupérer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'entraîner, mais ça nous donne aussi une idée. Par exemple, si vous avez un TSS qui est entre 3 et 450, après 2 jours, vous risquez bien de sentir encore ça dans les jambes. Ici, vous avez le récapitulatif d'une saison par rapport justement à ce fameux TSS. C'est les barres en rouge. Et chaque barre représente une semaine. Donc on remarque que tout à coup, à un moment donné, il y a une barre qui est beaucoup plus haute que les autres. Ben, c'est peut-être qu'on a fait une course par étape ou bien un camp d'entraînement. Et auquel cas, après, c'est important aussi de relâcher et puis de permettre à son corps de se régénérer et pas directement embrayer avec une deuxième semaine aussi chargée. Donc ça, après, ça permet justement au coach d'analyser la progression dans la saison, puis d'avoir une vue d'ensemble de ce que c'est. En bleu, ce sont les facteurs d'intensité. Donc on voit que cette semaine-là, c'était très chargé en TSS, mais avec un facteur d'intensité pas trop haut. Donc typiquement un camp d'entraînement où on roule plutôt en endurance. Je fais juste un petit rappel au niveau de la notion de l'entraînement, comment ça se construit. Donc on charge pendant 2, 3, 4, 5 semaines, ça dépend un petit peu. Charger un entraînement, c'est pas forcément dire on fait chaque semaine un peu plus de kills ou plus d'heures. C'est un mix de plus de kills, plus de distance, enfin de temps, mais aussi de plus d'intensité. Et puis à un moment donné, on coupe l'entraînement, enfin on allège l'entraînement, on récupère et ça permet dans le cycle suivant de recommencer avec un niveau un petit peu plus haut et ainsi de suite. On construit son entraînement de manière progressive pour atteindre le pic de forme lors de l'objectif qu'on s'est fixé. Donc ça on pourrait faire tout un séminaire sur les techniques d'entraînement, c'est pas le but ce soir, j'ai pas le temps. Encore quelques notions justement pour construire cette courbe d'entraînement. On a le CTL, c'est le Chronic Training Load. C'est sur Strava, ça s'appelle Fitness. En fait, c'est la base de la pyramide, c'est la fondation de votre entraînement. Plus votre fitness sera élevé, plus vous pourrez ensuite accumuler des charges d'entraînement fortes. Et plus on peut accumuler des charges, plus meilleur on va être aussi. À un moment donné, il faut aussi pouvoir faire attention à ne pas tomber dans le surentraînement. Et ces chiffres-là, ils vont justement vous permettre de visualiser ça et d'éviter ces erreurs-là. Donc le CTL, il est calculé sur la charge d'entraînement sur 6 semaines.
Donc c'est à long terme et c'est une courbe qui ressemble, c'est la courbe bleue ici, qu'on voit. Et pour que votre entraînement soit bien construit, il faut éviter d'avoir des pics trop hauts. Alors ça c'est ma saison de l'année passée. À un moment donné, il y a eu un accident et puis si vous voyez la courbe, elle ne va pas plonger d'un coup, hein, la courbe bleue, elle va descendre gentiment. Ça montre aussi que si on s'arrête pendant une semaine de pédaler, on ne va pas perdre tout notre entraînement d'un coup comme ça. Ça va descendre gentiment. On parle de 2 semaines pour vraiment perdre beaucoup de notre entraînement et puis ça va prendre du temps à construire. Ensuite, on a le ATL, c'est l'Acute Training Load, qui ressemble à la courbe fitness, mais qui est calculée sur un laps de temps beaucoup plus court, c'est-à-dire une semaine. Et donc, c'est une courbe qui va fluctuer beaucoup plus rapidement. C'est celle qui est en violet ici. Donc, on voit des pics beaucoup plus hauts et qui redescendent beaucoup plus vite. Ça, c'est vraiment la charge plus précise de votre entraînement durant une semaine. Et avec ces deux chiffres, CTL et ATL, on obtient ensuite le TSB, qui est le Training Stress Balance, et c'est la différence entre le CTL et l'ATL. Ça vous donne une indication sur votre fatigue. Ça ne veut pas dire que si votre niveau de fatigue est en dessous de 0, que vous êtes complètement hors service et puis que vous ne pouvez plus aller rouler. Non, c'est simplement un indicateur qui va vous, si il est trop longtemps en négatif et trop bas en négatif, à un moment donné, justement, ça peut vous amener au surentraînement. Et le surentraînement, c'est embêtant parce que c'est là qu'on se blesse, c'est là que tout à coup on a des problèmes de santé et puis qui vont ensuite mettre longtemps à disparaître et à vous permettre de vous entraîner normalement. Donc l'idée de tous ces chiffres, c'est de justement pouvoir mieux calibrer son entraînement et d'être bien à long terme, de pouvoir conserver sa forme le plus longtemps possible sans être trop fatigué. Donc un TSB qui est en dessus de 0, c'est un athlète qui est reposé, qui est peut-être affûté ou aussi ça peut indiquer un sous-entraînement. Et puis en dessous, comme je disais avant, c'est en phase de surcharge. Il faut à un moment donné dans la saison faire un peu une surcharge d'entraînement pour justement pouvoir évoluer dans sa forme, mais éviter d'aller trop loin. Ici, je vous ai mis un exemple de ce qu'on trouve sur l'agenda Training Peaks. Alors pourquoi ces différentes couleurs? Parce qu'un coach, il peut prévoir les entraînements sur cet agenda. Et puis vous l'avez sur votre ordinateur. Vous savez qu'aujourd'hui, vous devez faire 2 heures, 3 heures à telle intensité avec tels exercices. Et puis, une fois que vous rentrez et que vous rechargez votre entraînement sur l'ordinateur, il va s'afficher en vert si vous êtes dans la cible, au niveau de la charge de l'entraînement, de la durée, etc. Et puis, en rouge, c'est si vous n'avez pas fait l'entraînement ou si vous l'avez fait d'une durée trop basse ou trop haute par rapport à ce qui vous est indiqué. Donc, c'est visuel, c'est interactif. Ici à droite, on voit ce qui était prévu, donc 660 de TSS, et puis ce qui a été réellement fait. Aussi au niveau de la durée, toujours ce qui est prévu et ce qui est fait. Donc avec ce Training Peaks, on a vraiment un regard très rapide, très clair sur où on en est dans notre entraînement, si on a un petit peu de l'habitude de fonctionner avec ça. Et puis ici s'affiche aussi justement vos CTL, ATL, TSB du moment, et puis ceux qui sont prévus pour la semaine d'après aussi se calculent automatiquement.
Là, pour ces calculs, ça prend que les watts ou ça compare des watts et des fréquences cardiaques en fonction de ça dit qu'on est plus fatigué ou moins fatigué? Alors, le TSS, il est calculé avec les watts. Après, si tu n'as pas de watts, il y a un hour TSS qui se calcule en fonction de ta fréquence cardiaque. Et le TSS, si tu as le capteur puissant, je crois qu'il ne prend pas du tout en compte le cœur. Par contre, quand je vais au fitness, par exemple, j'ai mon cardiofréquencemètre et il me fait une évaluation approximative d'un TSS, mais qui s'affiche HR TSS en fonction des pulsations que tu as eues pendant ton entraînement. Mais je dirais que c'est beaucoup moins précis. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un capteur puissance? Pour moi, il n'y a pas de doute. Alors, dans un premier temps, c'est une économie de temps, parce qu'on peut s'entraîner de manière beaucoup plus ciblée, calibrée. On a tous des jobs à côté, on n'a pas, comme les professionnels, toute la journée pour aller rouler. Donc voilà, ça permet d'être plus précis pour avoir un résultat qui est tout aussi bon que celui, non pas tout aussi bon, mais déjà d'un bon niveau par rapport à celui qui a le temps de rouler tous les jours. Indéniablement, depuis que j'ai les capteurs puissance, j'ai plus de plaisir à rouler parce qu'il y a ce côté chiffre, ludique, analyse. Ça te fait aussi avoir des entraînements beaucoup plus variés. On va travailler dans les différentes zones, donc on va pouvoir faire des entraînements toujours la même chose. Ça t'oblige aussi à penser ton parcours avant de partir. Où est-ce que je vais aller faire mes exercices? Ça te permet aussi de découvrir des nouveaux endroits parce qu'il faut trouver l'endroit qui est adapté pour faire ces exercices. On est beaucoup plus précis aussi. Je compare toujours les capteurs puissance avec notre compteur qui contient les capteurs puissance avec un tableau de bord d'une voiture où tu as le GPS, où tu as la consommation d'essence, tu as ta vitesse, tu as la température, etc. Tout ça, ça te permet d'aller d'un point A à un point B en étant à l'aise parce que tu sais que tu vas y arriver, parce que tu sais que tu as assez d'essence, tu sais que voilà, et puis tu sais en combien de temps tu vas y arriver. Donc avec les watts aussi, on a beaucoup plus d'indications sur notre état de forme, sur sur nos valeurs, ce qu'on arrive à faire. Si tu es de cible, ça peut faire l'inverse aussi. Alors c'est clair que le danger c'est après de rouler tout le temps la tête dans le guidon comme un certain professionnel qu'on connaît tous. Donc moi franchement j'évite ça, puis j'ai toujours autant de plaisir à voir les paysages autour de moi, il n'y a pas de problème. Une meilleure gestion de l'effort aussi, c'est ce qu'on disait au début de l'exposé. Effectivement, je prends toujours l'exemple de ma course que j'ai fait il y a 2 ans à la Marathona des Dolomites, où mon coach m'avait dit, avec les valeurs que tu as, tu sais que tu peux monter tant de cols, tant de kilomètres d'ascension à environ ces watts-là. Et puis je me suis tenu dans cette cible et puis j'ai réussi à faire une course où de bout en bout j'étais bien. C'est aussi on ne cherche pas toujours la performance, on cherche aussi à avoir du plaisir dans les courses qu'on fait. Puis si on part tout de suite à 350 watts et puis que tout le reste du parcours on est pas bien, après on se dit peut-être qu'on va faire autre chose. Ou pas. Et je dirais aussi, depuis que j'utilise ces watts, j'ai une meilleure connaissance de mon corps, de mes performances, de ce que je suis capable de faire. Voilà, encore très rapidement. Et puis, pour un coach, c'est indispensable pour faire une bonne planification d'un entraînement. En résumé, je sais où j'en suis dans ma préparation. Ça me permet de me rassurer ou des fois même de m'inquiéter. Savoir, si je dois faire cette course-là, je ne suis peut-être pas encore tout à fait prêt.
Alors, du coup, je vais la faire comme un entraînement. Après coup, on peut analyser les choses aussi, se dire, mais tiens, pourquoi à cette période-là, je n'avançais pas? Puis en regardant nos graphiques, on se dit, bah tiens, là, j'ai vraiment chargé le bateau, c'est peut-être normal qu'après, il y ait eu un moment de fatigue. Mes points faibles, points forts, ils apparaissent aussi sous forme de graphiques. Je n'ai pas le temps maintenant de vous les montrer, mais il y a des... Voilà, prenons les différentes valeurs sur 5 minutes, 20 minutes, etc., d'avoir un profil de ce qu'on est capable, si on est plutôt un sprinter, plutôt un grimpeur, plutôt un spécialiste du contre-la-montre. Et puis, voilà, je planifie donc ma saison de manière optimum et je rentabilise mon temps qui, à notre époque, est très précieux. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, Mathieu? Moi j'ai une question. Tu as dit au début que les capteurs de fréquence cardiaque, finalement, ça va dépendre de s'il fait chaud, s'il fait pas chaud. Alors que la puissance, c'est un nombre qui est toujours là. Mais est-ce que finalement, cette dépendance à l'environnement extérieur, elle n'est pas importante aussi? S'il fait 40 degrés et qu'on a une course, est-ce qu'on va pouvoir fournir réellement la même puissance dans un col que s'il fait 15 degrés et qu'il fait bon? Est-ce que ce n'est pas une valeur qu'on devrait tenir en compte et qui n'est pas prise en compte par la puissance? Alors moi, je roule avec les deux choses. C'est vrai que je sais que certains aficionados des capteurs puissance, ils se sont dissociés du capteur de fréquence cardiaque. Moi, j'utilise encore les deux. J'aime bien aussi de temps en temps voir si ma puissance elle est en corrélation avec mes watts. Puis tout à coup, je me rends compte qu'après 4 jours d'entraînement, mon cœur il monte plus. Puis par contre, mes watts, j'arrive toujours à les monter. Alors après, c'est aussi une question de bon sens, de pratique, et puis de se dire, bah, effectivement, si c'est 40 degrés, je ne vais pas monter le marché-rue à la même vitesse forcément que s'il fait 20 degrés. Après, c'est aussi une question personnelle, hein. Il y en a qui supportent mieux le chaud que le froid. Voilà. Je dirais que c'est... Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Moi, j'utilise encore les deux. Je ne sais pas si un jour j'enlèverai la fréquence cardiaque. Pour le moment, j'aime bien avoir les deux. Si j'ai répondu à ta question. Ouais, on sait aussi finalement, ouais, la fréquence cardiaque n'est quand même pas encore complètement négligeable. Non, ben, en plus, si tu fais de la course à pied aussi, ben, tu n'as pas les watts. Hein, donc, cardiofréquence mètre, pour moi, il est encore important et utile. Merci. Oui. Capteur puissance, tu es sur les deux pédales ou, Alors, ça, c'est un autre exposé, c'est de vous dire un petit peu quels sont les capteurs du marché. Ça, on peut peut-être en parler après si on a encore le temps. Très rapidement, il y a des capteurs qui sont dans le pédalier, sur les pédales, dans le moyeu arrière. Et puis Garmin par exemple ou PowerTap, ils ont le modèle où tu n'as que sur une pédale. C'est plus précis avec 2 pédales bien sûr, mais pour être en train de tester le Garmin une pédale, je trouve qu'on a des valeurs qui sont déjà suffisantes pour un cyclotouriste ou cyclosportif comme nous. En tout cas là, ça fait 2 mois que je les teste. Je n'ai pas vu une grosse différence par rapport à mon autre capteur qui est dans le pédalier. Donc je pense que si on ne veut pas investir, parce qu'il y a quand même une différence de 5 à 600 francs entre une pédale et 2. Donc c'est un bon investissement au début si on ne veut pas tout de suite mettre 1200 francs par exemple. D'autres questions? Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci.